Bonjour et bienvenue sur Algomus. Encore une vidéo qui va nous parler des propriétés des graphes. On avait déjà vu qu'on peut représenter énormément de choses avec les graphes, et cette fois-ci on va voir comment on peut aussi représenter un problème d'ordonnancement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un problème d'ordonnancement? Eh bien c'est différentes tâches que vous avez à réaliser, par exemple pour un projet, et vous ne savez pas par exemple par quelle tâche commencer, ou comment calculer finalement le temps que va vous prendre tout votre projet en fonction des temps cumulés de différentes tâches. En effet, souvent, le temps d'un projet, c'est pas forcément le cumul de tous les temps des tâches qui le composent. Certaines tâches peuvent être menées en parallèle, même par plusieurs personnes différentes, par exemple. Si on est sur un projet informatique, on peut peut-être se dire, par exemple, que quelqu'un va s'occuper de la base de données pendant qu'une autre personne va s'occuper du développement du code. Ces tâches vont pouvoir être faites en parallèle, et on n'est pas forcément obligé que l'une soit terminée pour pouvoir attendre le démarrage de l'autre. En fait, on peut se retrouver face à des tâches assez complexes en termes d'ordonnancement, et on va voir comment le résoudre, encore une fois, avec la théorie des graphes. Et qui dit de le passer par la théorie des graphes, dit qu'on va de nouveau pouvoir expliquer un problème concret que nous avons, nous, en tant qu'être humain, à la machine, et c'est la machine qui va pouvoir nous aider pour trouver une bonne solution. Donc, les méthodes d'ordonnancement, il en existe plusieurs. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode MPM. Donc la méthode MPM, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre de minimiser le temps de réalisation d'un ensemble de tâches tout en respectant des contraintes d'antériorité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est qu'on va décomposer un grand projet en plusieurs tâches. On va essayer de trouver quelles sont les tâches qui doivent être forcément faites avant d'autres tâches. Et on va essayer, avec ces contraintes-là, d'avoir aussi le temps que va nécessiter chaque tâche. Avec toutes ces contraintes-là, on va essayer de pouvoir calculer quel est le temps que va nous prendre le projet dans sa globalité. Donc chacune des tâches du projet global est définie en fonction de sa durée, du temps que ça va nous prendre pour réaliser cette tâche, et les tâches qu'il est nécessaire de faire en amont. On avait déjà parlé de cette notion de prédécesseur quand on avait parlé finalement de la façon de s'habiller le matin, de savoir par exemple qu'on ne pouvait pas mettre un pantalon avant d'avoir mis son caleçon. Là c'est exactement pareil. Sur un projet informatique, on ne peut pas commencer par la mise en production. Il faut d'abord développer quelque chose avant de pouvoir le mettre en production. Donc il y a de nouveau cette notion de prédécesseur, d'antériorité sur les différentes tâches. Donc si jamais il n'y a pas de contrainte d'antériorité entre deux tâches, on peut estimer qu'elles peuvent être réalisées en parallèle. Et donc en fait que leur temps ne va pas se cumuler, mais par contre, comme elles vont être faites en parallèle, elles vont être faites au même moment. Donc on a déjà défini pas mal de données là-dedans, entre la durée d'une tâche, l'antériorité d'une tâche, et ce que l'on essaie de trouver finalement, c'est combien de temps va prendre le projet global. Donc avoir un ordre d'idée du temps que cela va prendre. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir directement sur un exemple qui va cette fois-ci prendre un projet informatique. On a décomposé quelques tâches ici pour essayer de diviser un projet informatique en plusieurs sous-parties, en plusieurs étapes. Un projet informatique, on estime qu'il y aura une partie algorithmie, on va prendre un petit peu de recul sur le problème pour y penser et essayer de trouver quelle est la meilleure solution qui pourrait le résoudre. On va avoir d'un autre côté, une analyse de base de données qui, d'un autre côté, va essayer de chercher quelles sont les informations nécessaires que notre programme va être obligé de stocker pour pouvoir y faire référence. Ensuite, il y aura forcément une écriture du code qui va se lancer, mais une fois que la tâche d'algorithmie sera terminée. On aura une réalisation de la base de données aussi, dans un SGBD, comme par exemple, je sais pas, un MongoDB ou MySQL, ou ainsi de suite. Mais cette fois-ci, on va lancer cette étape lorsque la partie algorithmie sera finie, c'est-à-dire qu'on aura une idée de la résolution de notre problème, et qu'on aura fini l'analyse de la base de données, c'est-à-dire qu'on aura mis de côté toutes les informations que l'on désire manipuler dans notre programme. On aura peut-être une tâche d'optimisation et de refactoring, mais pour que puisse faire de l'optimisation et du refactoring, il faut que l'écriture du code soit terminée. Enfin, on aura une phase de test d'intégration qui va nous permettre de voir si la nouvelle fonctionnalité, le nouveau code que nous avons écrit, s'intègre bien avec les éléments qui sont déjà en place dans un projet peut-être plus vaste. Pour les tests d'intégration, il va nécessiter que l'écriture du code soit terminée et que la réalisation de la base de données soit correcte, pour qu'on puisse voir si la base de données aussi s'intègre bien, la partie base de données s'intègre bien aux fonctionnalités déjà existantes de notre système. Et enfin, quand tout ça est en place, on va pouvoir passer à la mise en production, qui va nécessiter
que le refactoring et l'optimisation soient terminés, et que les tests d'intégration soient terminés également. Donc, on a aussi associé à ces différentes tâches un nombre de jours de réalisation. L'algorithme va nous prendre 3 jours, l'analyse de la base de données 2 jours, et ainsi de suite. On va essayer de reprendre quelque chose que l'on a déjà vu, c'est d'essayer de retrouver les niveaux de ces différentes tâches. Et on va essayer de tracer un graphe orienté et pondéré de ce projet en rajoutant un sommet concernant le début du projet et un sommet concernant la fin. Ok. Donc, on a déjà un tableau des prédécesseurs, et donc en fait, il est très facile finalement de retrouver quels sont les niveaux de nos différentes tâches. Pour cela, on va prendre un tableur. Et vous allez voir que si je reprends mon tableau à vide, on va s'apercevoir que je vais commencer par les tâches qui n'ont aucun prédécesseur. Quelles sont les tâches qui n'ont aucun prédécesseur? On va repartir exactement sur le même principe que ce qu'on avait vu avec les niveaux de sommet. L'algorithme et la base de données n'ont pas de prédécesseur, donc ils sont des sommets de niveau 1. C'est des tâches par lesquelles on peut immédiatement commencer. Une fois que ces deux tâches ont été réalisées, je peux les marquer et je peux dire en fait que la partie algorithmie et la partie analyse base de données ayant été faites à l'étape 0, je peux les supprimer des prédécesseurs à chaque fois qu'elles se représentent. Donc là, ça va me donner les sommets de niveau 1. Cette fois-ci, c'est des sommets qui, maintenant que les sommets de niveau 0 ont été effectués, n'ont plus de prédécesseurs. Et ça va être l'écriture du code et la réalisation de la base de données. Encore une fois, je peux dire que maintenant ces sommets de niveau 1 ont été réalisés, et donc je peux enlever l'écriture du code et la réalisation de la base de données dans les prédécesseurs de chacun des autres éléments, des autres étapes de mon projet. Et ça va me donner les sommets de niveau 2 qui vont être l'optimisation et les tests. Je continue toujours des étapes, j'ai fait les sommets de niveau 3, il me reste donc l'optimisation et les tests à enlever. Je me retrouve avec la mise en production qui n'a plus de prédécesseur, et la mise en production est donc mon sommet de niveau 3, uniquement. Et donc vous voyez qu'avec les niveaux de sommet, on arrive déjà à organiser un petit peu nos tâches pour savoir quelles sont les tâches que l'on va devoir faire avant les autres. C'était un petit peu le but. Alors là, l'exemple était très simple, mais sur des exemples beaucoup plus complexes, vous vous rendez compte que ça, on va aussi arriver à le programmer très facilement et que l'ordinateur va nous trouver une solution optimale. Donc on a mis en place les niveaux des différents sommets, et on va essayer de voir maintenant comment on peut organiser notre projet. Donc on va essayer de tracer un graphe orienté et pondéré de ce projet en rajoutant les sommets concernant le début du projet et un sommet pour la fin du projet. Ok. Donc ce graphe, je l'ai déjà tracé ici. Je vais juste enlever ce genre de choses que l'on va rajouter par après. Donc j'ai repris par rapport au sommet que j'avais. J'ai repris donc que l'algorithme et l'analyse de base de données, c'était mes sommets de niveau 0. Puis j'avais mes sommets de niveau 1 qui étaient l'écriture du code et la réalisation de base de données. J'avais mes sommets de niveau 2 qui sont les tests d'intégration et l'optimisation. Et j'ai mon test sommet de niveau 3 qui est la mise en production. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relié également de manière pondérée. J'ai traduit ça sous forme de graphe, c'est-à-dire que l'écriture du code doit attendre l'algorithmie. C'est exactement ce que j'avais là-dedans. L'écriture du code doit attendre l'algorithmie. Et j'ai la réalisation de la base de données qui doit attendre également l'algorithmie, donc c'est pour ça qu'à chaque fois on a un arc, et cette représentation de graphique va nous montrer comment va se dérouler le projet. En plus des tâches, je voudrais que mon projet ait un point d'entrée unique et un point de sortie unique. C'est pour ça que j'ai rajouté une tâche de début de projet, et une date de fin de projet. Et donc la date de début de projet est prédécesseur de l'algorithmie et de l'analyse de la base de données, donc mes sommets de niveau 0, pour dire en fait j'ai un seul point d'entrée dans mon projet et j'ai un seul point de sortie dans mon projet. La pondération, je l'ai mise en place aussi. Donc l'algorithmie a une pondération de 3
Donc la réalisation de la base de données et l'écriture du code attendent tous les deux l'algorithmie, donc c'est pour ça que j'ai le temps de l'algorithmie sur les deux arcs. Et la réalisation de la base de données attend l'analyse de la base de données, qui a une durée de 2 jours, que j'ai mis en fait uniquement sur cet arc-là. Et donc vous voyez que les différentes tâches en fait sont organisées de manière comme elles vont se dérouler dans le temps. Alors, donc les niveaux du graphe, on les a mis en place et ça nous a permis de tracer le graphe. Alors, essayons déjà de déduire la durée minimum du projet. Et là, on se rend compte déjà qu'on a un peu une difficulté parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est finalement la durée minimum du projet? Eh bien, vous voyez qu'il y a déjà un enchevêtrement et qu'on a un petit peu de mal à trouver combien de temps va prendre le projet. On pourrait se dire, on va partir par exemple par la ligne du haut, on aurait fait l'algorithmie de l'écriture du code, ça ferait 3, plus 4, ça ferait 7, plus 3, ça ferait 10, plus 3, ça ferait 13. Donc on arrivera à 13 jours en passant par le chemin du haut. Et puis en passant par le chemin du bas, on serait à 2, plus 5, 7, 7 plus 4, 11, 11 plus 3, 14. Donc qu'est-ce que ce serait finalement le temps du projet? Ce serait finalement d'essayer de passer par tous les chemins et d'essayer de voir quel est le chemin le plus long. Donc ça peut être un petit peu complexe comme ça, même sur un exemple très simple, on a juste cette tâche ici, ça peut être un petit peu complexe. On peut essayer de voir un peu ce que ça va donner, mais on n'est pas sûr d'arriver au bon résultat. Donc on va essayer une méthode de calcul qui soit un peu plus formalisée, avec un peu plus de règles pour essayer de trouver quelle est la durée du projet que va nécessiter le projet. Et pour ça, la méthode NPM nous propose de calculer la date au plus tôt. La date au plus tôt, c'est une date qui permet de savoir quand il est possible de commencer une tâche, car tous les prédécesseurs ont été réalisés. Donc typiquement, c'est de dire, je peux commencer à écrire le code tel jour, parce que je sais que les autres tâches, qui sont l'algorithmie et la réalisation, qui sont que l'algorithmie d'ailleurs, que l'algorithmie a été terminée. Et donc on va noter petit t a, la date au plus tôt de la tâche A. Et on va noter aussi petit d a, la durée de réalisation de la tâche A. Alors les durées de réalisation de tâches, c'est déjà donné dans notre tableau. On sait déjà que l'algorithmie va nous prendre 3 jours. Donc algorithmie et base de données n'ont pas de prédécesseur, nous pouvons donc démarrer au temps 0. Le temps de l'algorithmie et le temps de l'analyse de la base de données ont un temps de début de 0. Elles sont obligées d'attendre rien du tout. On va déjà les fixer à 0. Enfin, écriture du code doit attendre la fin d'algorithmie, et donc le temps d'écriture du code, c'est égal au temps d'algorithmie plus la durée d'algorithmie. C'est logique. C'est-à-dire que si l'algorithmie prend 3 jours à être réalisée, eh bien on peut dire que l'écriture du code va devoir se baser sur le moment où on a commencé la tâche d'algorithmie, et on pourra commencer l'écriture du code 3 jours plus tard de ce moment-là. Et donc on sait que l'algorithmie a commencé au temps 0, donc au jour 0, on a besoin de 3 jours pour faire de l'algorithmie, donc l'écriture du code, on sait que ça va commencer au jour 3, tout simplement. Alors ça c'est un cas qui est plutôt simple, et on arrive sur une situation un peu plus complexe lorsqu'on a une tâche qui a plusieurs prédécesseurs, comme par exemple la réalisation de la base de données. La réalisation de la base de données doit attendre à la fin de l'étape algorithmie et la fin de l'étape analyse de base de données. On peut donc débuter cette tâche que lorsque la tâche précédente la plus longue a été réalisée. Et donc, je vous ai donné la formule ici, le temps de réalisation de la base de données, c'est le maximum de temps entre la réalisation de l'algorithmie par rapport au moment de départ, au moment où on a commencé la tâche d'algorithmie, et le maximum de ça est du temps qu'il faut pour faire l'analyse de la base de données par rapport au temps où on a débuté l'analyse de la base de données. On va essayer de voir sur l'exemple concret qu'est-ce que ça donne. Eh bien, si jamais je veux commencer ma réalisation de la base de données, il faut que j'attende à la fois l'algorithmie et il faut que j'attende à la fois l'analyse de la base de données. L'analyse de la base de données a commencé au temps 0 et va prendre 2 jours. Donc elle va terminer au jour 2. L'algorithmie, elle a commencé au jour 0 et il lui faut 3 jours, donc elle va finir au jour 3. Donc comme il faut que j'attende que les 2 tâches soient réalisées, il faut que j'attende que la tâche la plus longue soit terminée. Et donc je vais devoir attendre que l'algorithmie soit terminée. Et donc on va continuer comme ça à progresser. L'optimisation et refactoring n'a qu'un seul prédécesseur, donc ça va être très facile. J'ai commencé l'écriture du code au jour 3,
il me faut 4 jours pour écrire mon code, donc ça veut dire que je pourrais commencer l'optimisation de refactoring au jour 7. Les tests d'intégration, eux, ont de nouveau deux prédécesseurs, qui sont l'écriture du code et la réalisation de la base de données. Donc l'écriture du code a commencé le jour 3 et a besoin de 4 jours, donc là je vais être à 7, alors que la réalisation de la base de données a commencé au jour 3 et a besoin de 5 jours. Et donc je vais terminer au jour 8. Et donc là je reprends de nouveau le maximum, l'écriture du code va se terminer en 7, la réalisation de la base de données va se terminer en 8, donc les tests d'intégration, je pourrais les commencer au jour 8. La mise en production est de nouveau une tâche qui a plusieurs prédécesseurs. Elle a un prédécesseur qui est l'optimisation du refactoring qui a commencé le jour 7 et qui a besoin de 3 jours pour être fait. Donc là, on ne pourra pas commencer la mise en production avant le jour 10. Et les tests d'intégration ont commencé le jour 8 et vont avoir besoin de 4 jours, et donc on ne va pas pouvoir commencer avant le jour 12. Et là, encore une fois, je prends la plus longue des tâches qui sera les tests d'intégration, et donc je ne pourrai commencer la mise en production que au jour 12. Enfin, pour arriver à la fin de mon projet, j'ai commencé la mise en production le jour 12, il me faut encore 3 jours de mise en production, et je vais terminer mon projet au jour 15. Voilà. Et j'aurais fixé, alors là on est aussi à 0, j'ai fixé donc toutes les tâches qui vont devoir être réalisées, toutes les tâches à laquelle elles vont pouvoir être commencées. Et je m'aperçois que la date de fin de mon projet va me prendre 15 jours. Et c'est donc une méthode, ce premier passage va nous permettre de savoir en fait quelle est la durée optimale de notre projet en ayant pris en compte toutes les contraintes, à la fois de temps et d'antériorité de chacune des tâches. Là, je suis parti sur un projet qui va durer 15 jours. Ok, donc on en est arrivé à notre bilan. On a vu que la méthode NPM va nous permettre déjà de savoir que notre projet va durer 15 jours. Alors, donc ce graphe met en lumière que certaines tâches seront terminées et qu'elles devront attendre quand même la fin des autres tâches. Par exemple, l'analyse de base de données va prendre que 2 jours. Par contre, la réalisation ne pourra pas commencer avant que l'algorithme est terminé. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a un peu une notion de marge. On a un petit peu du temps en trop. On pourrait se dire que l'analyse de la base de données, si elle prend un peu de retard, eh bien c'est pas grave, de toute façon il faudrait qu'on attende l'algorithmie. Et donc ça c'est des règles que la méthode NPM va nous permettre de calculer aussi, ces notions de marge, et va nous montrer un petit peu où est-ce qu'on a de la marge sur notre projet. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi quand vous avez à planifier un projet. Donc, pour essayer de calculer cette notion de marge et voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte, quelles sont les tâches que l'on pourrait, je dirais, commencer un petit peu plus tard sans mettre en péril la date de fin de notre projet. C'est exactement ce que va nous montrer la méthode NPM. Donc cette fois-ci, on va essayer de calculer la date au plus tard. La date au plus tôt qu'on vient de calculer, c'était de savoir quand est-ce que au plus tôt je peux commencer chacune des tâches en fonction des contraintes que j'avais. La date au plus tard, ça va être une date qui va me permettre de dire quelle est la date au plus tard à laquelle je peux commencer une tâche sans pour autant repousser la date de fin de mon projet global. C'est-à-dire que je ne veux pas dépasser les 15 jours que j'ai établis avec la méthode NPM, je ne veux pas la repousser, pourtant j'ai vu que sur certaines tâches, j'ai un petit peu de marge, j'aimerais savoir quelles sont les tâches sur lesquelles j'ai de la marge et quelle est la marge par tâche que je peux avoir. Et donc on va calculer cette notion de T, cette fois-ci T majuscule, de A est la tâche au plus tard de la tâche A. Comme d'habitude, on va garder la durée A de chacune des tâches qu'on avait fixées au début, et on va essayer de garder la date de fin de projet qui ne veut pas être repoussée, donc la date de fin qui va être égale à 15. Donc en ce qui concerne la mise en production, elle ne possède qu'un seul successeur, donc le temps de mise en production au plus tard, c'est le temps de mise en production de la fin, moins la durée qu'il va me falloir pour faire la mise en production. Comment ça va se traduire? Eh bien tout simplement, ma date de mise en production, donc là j'ai mon 12 qui est au plus tôt, je sais que ma date de fin je ne veux pas la repousser, donc je veux rester sur 15, et donc si je veux arriver sur 15 et que la mise en production me prend 3, eh bien je n'ai pas le choix, ma date au plus tard va être de 12 également. De toute façon, à partir du moment où vous n'avez qu'un seul successeur, j'ai pas vraiment le choix,
vous avez vu qu'on ne peut gagner du temps ou avoir de la marge que sur des tâches qui se font en parallèle. À partir du moment où vous êtes dans un goulet d'étranglement, là, vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous n'avez pas de marge. Ce qui va devenir beaucoup plus intéressant maintenant, c'est sur un cas où il y a 2 prédécesseurs à ma tâche. Donc tant que la tâche n'a qu'un seul successeur, il est aisé de calculer la date au plus tard, puisque de toute façon, c'est vraiment le terme de la tâche, le nombre de temps que va prendre la tâche. La tâche écriture du code, elle a 2 successeurs. Dans ce cas, il faut effectuer le calcul pour les 2 successeurs et en garder la valeur minimum. C'est exactement ce qu'on avait fait avant pour calculer les temps au plus tôt. On avait gardé par contre la valeur maximum. Cette fois-ci, on va garder le valeur minimum. Et donc, on va essayer de prendre que le temps au plus tard d'une tâche, c'est le minimum entre le temps au plus tard de la tâche successeur à laquelle on enlève la durée de la tâche. Et donc là, c'est le minimum, par exemple, de 2 tâches. Si vous avez 2 successeurs, c'est le minimum de n tâches si vous avez n successeurs. Et donc vous voyez comme on part à chaque fois de la date au plus tôt des successeurs, en fait. Là où on avait calculé la date au plus tôt de la gauche vers la droite de notre graphique, cette fois-ci on va revenir en arrière, on va calculer les dates au plus tard en partant de la fin de notre graphe et en revenant vers le début. On va essayer toujours de le faire avec notre exemple. Cette fois-ci, vous voyez que l'optimisation et refactoring, cette fois-ci, on est encore sur un seul successeur. Donc là, on va repartir sur la date au plus tard, comme ce que nous dit ici, on va repartir sur la date au plus tard auquel on va enlever la durée. Donc la date au plus tard ici, c'est 12. On va enlever les 3. On va tomber sur 9. Et là, on va prendre les 12, on va enlever 4, et on va arriver sur une date au plus tard de 8. Ok. Cette fois-ci, écriture du code, elle est plus intéressante, puisque cette fois-ci, vous voyez qu'elle a 2 successeurs. Alors, les 2 successeurs, on va arriver déjà d'optimisation et refactoring. On va prendre le 9, qui est le temps au plus tard, et auquel on va enlever 4, et on va arriver sur 5. On va arriver sur un jour 5. Et on va prendre le 8, auquel on va enlever 4, et on va arriver sur un jour sur 4. Donc 8 moins 4, ça fait 4, 9 moins 4, ça fait 5. Et donc là, on va prendre le minimum pour dire, entre 4 et 5, que cette fois-ci, le jour au plus tard, il est de 4. Alors comment je l'ai trouvé? Simplement, j'ai utilisé l'écriture du code, ça prend 4 en temps. Donc j'ai fait 9 moins 4 pour l'optimisation du refactoring, et j'ai fait 8 moins 4. À chaque fois, j'ai pris les temps au plus tard, j'ai enlevé le temps d'écriture de code, 8 moins 4. Et donc là, je retrouve 5. Et là, je retrouve 4. Et là, des deux, je reprends le minimum des deux. Donc j'ai repris le 4 qui vient des tests d'intégration. Je continue, là j'ai qu'un seul successeur, donc je fais 8 moins 5, 3. Donc 8 moins 5, 3. Là j'ai qu'un seul successeur, donc je fais 3 moins 2, ça va faire 1. Là encore une fois j'ai de nouveau 2 successeurs, donc je vais prendre ici, je vais faire 4 qui est la durée au plus tard à laquelle je vais enlever 3 qui est le temps qu'il me faut pour l'algorithmie, je vais me retrouver à 1. Et là je vais prendre 3 qui est le temps au plus tard auquel je vais enlever 3 qui est le temps de l'algorithmie, je vais me retrouver à 0 et je vais prendre le minimum entre les deux et qui va donc être 0. Et j'aurai donc terminé ici le calcul des temps au plus tard et les temps au plus tôt. Et donc là, vous allez voir déjà que pour certaines tâches, les chiffres sont identiques. Donc ça veut dire que je peux commencer au plus tôt à 8 et au plus tard à 8. Donc ça veut dire déjà que j'ai aucune marge sur cette tâche. Et il y a des tâches, vous voyez, où je pourrais commencer à 7 et où je pourrais finir à 9. Donc c'est-à-dire que si je commence entre le jour 7 et le jour 9, je ne décalerai pas la fin de mon projet global. Et donc en fait,
Toutes les tâches sur lesquelles je vais avoir de la marge, ce sont celles où le temps au plus tôt n'est pas le même jour que le temps au plus tard. Donc, voici le graphe qui a été complété. Et donc, comment est-ce qu'on peut lire ça? Tout simplement, c'est que l'écriture du code peut commencer au temps 3 ou au temps 4 sans repousser le terme du projet. L'étape réalisation de la base de données n'a pas cette liberté, il s'agit d'une tâche critique, qu'on appelle critique. C'est-à-dire que le temps au plus tôt est égal au temps au plus tard. Donc je n'ai pas de marge. Le temps au plus tôt est exactement le même jour que le temps au plus tard. Je ne peux pas me permettre de prendre du retard sur cette tâche, sinon tout retard qui sera pris sur cette tâche va avoir des conséquences sur la date de fin du projet. Et donc on a cette notion de tâche critique lorsque le temps au plus tôt est égal au temps au plus tard, et on a cette notion de chemin critique qui est un chemin reliant le début à la fin en ne contenant que des tâches critiques. Alors, ça aussi c'est quelque chose que l'on peut se représenter sur le graphe. Si je prends les tâches critiques, par exemple, ça c'est une tâche critique, moi je vais la mettre en rouge, elle est critique, puisque je suis à 0, 0, donc temps de plus tôt égale temps de plus tard. Ça c'est pas une tâche critique, ça c'est pas une tâche critique, ça c'est une tâche critique. On a de nouveau les deux chiffres qui sont les mêmes. C'est pas une tâche critique, c'est une tâche critique, c'est une tâche critique. Et donc vous voyez que là, on est arrivé à faire un chemin dans le graphe. Donc on pourrait imaginer que je vais les dessiner en rouge. Non. Ça marche là. Ok. Ce que j'ai dessiné en rouge ici est le chemin critique. C'est-à-dire que je ne passe dans mon projet que par des tâches critiques, donc que par des tâches sur lesquelles je n'ai pas de marge. Je ne peux pas me permettre de prendre du retard sur ces tâches-là. Alors, il y a encore plusieurs choses que l'on peut essayer de calculer lorsque on fait ce genre de... avec la méthode NPM. On peut essayer de calculer quelle est la marge totale d'une tâche et le retard maximum qui ne repoussera pas la tâche en fin de projet. Donc ça, c'est des petits calculs que l'on peut faire. Donc cette première, la marge totale, elle est très simple à calculer. Donc pour chacune des tâches, par exemple, ici j'ai 0, 0, donc je n'ai pas de marge. Si je fais 0 moins 0, j'ai pas de marge. Ici, si je fais 4 moins 3, j'ai 1 jour de marge. Ici, si je fais 9 moins 7, j'ai 2 jours de marge. Ici, j'ai 0 jour de marge totale. Ici, j'ai 0 marge de jour total. Ici, j'en ai 0 et ici, j'en ai 1. Et donc, la marge totale, tout simplement, c'est de prendre le temps le plus tard et on enlève le temps le plus tôt et ça va nous permettre de savoir de combien de temps j'ai la possibilité de prendre du retard dans une tâche donnée sans que ça repousse le projet global. L'écriture du code, j'ai la possibilité de prendre 1 jour de retard. L'optimisation et refactoring, j'ai la possibilité de prendre 2 jours de retard. Alors attention, il est bien clair que si jamais je prends 1 jour de retard sur l'écriture du code, je n'aurai potentiellement plus que1 jour de retard possible sur l'optimisation et refactoring, puisque si jamais je prends du retard ici, les chiffres devront être mis à jour et vous vous rendrez compte qu'en calculant avec la méthode NPM, vous allez, en fait, le retard que vous avez pris avec l'écriture du code va déjà empiéter sur le retard que vous auriez pu prendre avec l'optimisation du refactoring. Donc il faut faire parfois attention aussi, si vous prenez du retard dans un projet, remettez les chiffres à jour et recalculez-le, vous verrez en fait qu'il y a peut-être des tâches dans le futur qui vont par contre être impactées par ce retard. Même si la fin, le projet global de fin, lui par contre ne bougera pas. Donc on a la notion de marge libre d'une tâche qui est le retard maximum qui ne repoussera pas la date de début au plus tôt de chacune des tâches qui va la suivre directement. Alors c'est une notion un petit peu différente. C'est que vous avez chacune des dates ici. C'est ce que je vous disais. Si jamais je suis ici avec mon analyse 0, 1, si jamais je commençais l'analyse de la base de données avec 1 jour de retard, en fait vous vous rendrez compte que la réalisation de la base de données, ça ne changerait rien en fait. Puisque de toute façon, si je commençais au temps 1 ici et qu'il me fallait 2 jours pour faire l'analyse de la base de données, je terminerai avec le temps 3, exactement le même temps qu'il me faudrait avec l'algorithme si je le commençais au temps 0.
Et donc vous voyez qu'il n'y a pas d'impact là-dessus. Ça ne changera rien sur les tâches qui suivent. Par contre, si jamais ici je commençais au temps 4, et bien en fait vous vous rendez compte que si je commençais au temps 4 et qu'il me fallait 4 jours pour commencer, en fait ici je ne pourrais plus commencer au temps 7 et je serais obligé de commencer au temps 8. Et donc là j'ai eu un exemple où je n'ai pas eu d'impact sur les tâches qui suivent. Là j'ai un exemple si jamais je prends du retard sur l'écriture du code, j'aurai un impact sur la tâche qui suit. Et donc ça se calcule avec la marge libre qui permet de savoir en fait quel est le retard que je peux prendre dans chacune des tâches sans que ça repousse sans que ça repousse la date au plus tôt des tâches qui suivent directement. Donc est-ce que ça a un impact ou pas sur les tâches qui suivent? Et donc ça se calcule en prenant le minimum de la tâche suivante moins la date au plus tôt de la tâche en cours, moins la durée de la tâche en cours. Et on prend le minimum si jamais il y a plusieurs successeurs. Donc, comment est-ce que ça se calcule concrètement? L'écriture du code, par exemple ici, je vais prendre, d'un côté, je vais prendre ici la date au plus tôt de la tâche qui suit, je vais enlever la date au plus tôt de mon écriture du code, et je vais enlever la durée de l'écriture du code qui est de 4. Et je vais me retrouver avec 0. Ici, je vais faire exactement le même travail, je vais récupérer la date, le 8 qui est la date au plus tôt, je vais enlever la date au plus tôt de la réalisation de la base de données, et je vais enlever le temps qu'il me faut, et je vais trouver 0. Et donc vous voyez, cette fois-ci je vais prendre le minimum entre 0 et 0, et vous allez voir que, en fait, ma marge libre ici, elle est de 0. Tout simplement, ça veut dire que je ne peux pas prendre du retard sur l'écriture du code sans que ça ait un impact sur la date au plus tôt d'une des tâches qui va suivre. Et là, on l'a vu tout à l'heure, si jamais je commence au temps 4, ici, en fait, ça va avoir une répercussion ici, puisque là, je devrais commencer au temps 8. Donc voilà à quoi sert cette marge libre. Si vous voulez, on va la calculer également pour montrer là-dessus de l'impact que ça peut avoir. Je vais enlever un petit peu les données en trop. Ici, si jamais je veux calculer la marge libre pour ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la durée au plus tôt de la tâche successeur. Je vais enlever la durée au plus tôt de l'analyse de la base de données. Je vais enlever le temps qu'il me faut pour pouvoir la réaliser. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai 1. Ça veut dire en fait que l'analyse de la base de données peut prendre 1 jour de retard sans que cela ait un impact sur la date au plus tôt de ses successeurs. Donc là, encore une fois, cette marge libre nous permet d'avoir des informations supplémentaires sur le déroulement de notre projet. On n'est plus seulement tâche par tâche maintenant, on n'est plus seulement sur le décalage uniquement de la date de fin globale de notre projet, mais on essaie aussi de voir si ça a un impact vraiment sur les successeurs directs de chacune des tâches. Dernière marge qu'on peut calculer, c'est la marge certaine d'une tâche. C'est le retard maximum sur la date de début quand celle-ci commence à sa date au plus tard, qui ne repoussera pas la date de début au plus tôt de chacune des tâches qui la suivent directement. Donc là, c'est aussi un petit peu le même principe que ce qu'on a vu en haut, mais cette fois-ci, on ne se base pas sur la date au plus tôt, on se base sur la date au plus tard. Donc on essaie de voir si on a une tâche qui a pris du retard et qui a commencé sur une date au plus tard, est-ce qu'elle va repousser ou non, finalement, le temps au plus tôt de ces tâches successives. Et cette fois-ci, vous voyez que la formule elle est pratiquement pareille, sauf que cette fois-ci, on n'utilise pas le temps au plus tôt de la tâche précédente, mais on utilise le temps au plus tard. Et on estime qu'on ne peut pas aller en dessous de 0, c'est pour ça qu'on prend toujours le minimum avec 0. Qu'est-ce que ça a comme impact? On va essayer de le calculer pour l'écriture du code. Et bien, tout simplement, on va reprendre la date au plus tôt, on va enlever la date au plus tard de mon écriture de code, et on va enlever
la date de temps de réalisation de la tâche. Et ça, vous voyez qu'on va arriver à -1. Donc là, on n'est carrément pas bon. Si jamais on commence avec la date au plus tard, il n'y a aucune chance qu'on arrive à faire la date au plus tôt des successeurs. On va essayer quand même de le faire dans l'autre sens. Là, on reprend par exemple le 8, qui est la date au plus tôt. On enlève la date au plus tard de l'écriture du code, qui est 4, et on enlève le temps de réalisation. Et là, on arrivera à 8, -4, -4, on arrivera à 0. Donc, là, on n'a pas du tout la possibilité, si jamais on commence l'écriture du code au plus tard, que ça ne décale pas quelque chose. On va réessayer avec notre exemple de l'analyse de la base de données. Là, on va prendre notre 3, on va lui enlever la date au plus tard, et on va lui enlever le temps de réalisation. Et là, encore une fois, on va arriver à 0, ce qui veut dire que là, effectivement, si jamais on commence au plus tard, on n'aura pas d'impact sur la réalisation de la tâche suivante, on arrive pile à 0, on n'arrive pas sur un nombre négatif. Donc voilà, quelques petites marges que l'on peut calculer qui vont nous donner des informations supplémentaires. Donc à la fois avec la marge totale, combien est-ce qu'une tâche peut prendre du retard de manière isolée. Avec la marge libre, combien est-ce qu'une tâche peut prendre du retard sans décaler la date au plus tôt de ses successeurs. Et la marge certaine, c'est de se dire, c'est une vision un petit peu pessimiste, c'est de dire que si les tâches commencent au plus tard systématiquement, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le fil du rasoir, on est toujours sur la dernière limite, on commence toujours au plus tard, est-ce que, même en commençant plus tard, est-ce qu'on va repousser la date au plus tôt de ses successeurs? Donc encore 3 marges qui vont nous donner des informations supplémentaires sur notre projet et sur la façon dont on va conduire les différentes tâches qui vont constituer notre projet. Donc voilà un exemple avec la méthode NPM d'ordonnancement. Donc c'est encore une fois un exemple particulier de ce que l'on peut faire avec les graphes. Et vous voyez que les graphes peuvent servir à énormément de choses à partir du moment où vous avez une relation entre deux tâches. Là par exemple on avait les tâches d'un projet, il y avait une relation d'antécédent entre ces différentes tâches. Et on avait une notion de pondération qui symbolisait finalement le poids de la tâche dans le projet. Et donc à chaque fois que vous avez une relation que vous voulez pouvoir quantifier, et que vous avez une relation entre plusieurs éléments, eh bien vous rendez compte que la théorie des graphes peut vous aider à modéliser votre problème. Et à chaque fois que vous voulez modéliser ce genre de problème, vous savez que la théorie des graphes vous permet de passer par une matrice d'adjacence, vous permet de passer par des listes de successeurs ou des listes de prédécesseurs, suivant comment ça vous arrange dans votre problème. Vous allez voir qu'il y a des problèmes qui se résolvent bien plus vite avec des listes d'adjacence, il y en a qui vont d'autres plutôt avec des listes de successeurs, de prédécesseurs, ça c'est à vous de voir. Mais vous avez en fait toute une panoplie d'outils en main, finalement, pour solutionner votre problème. Et plus on a vu de propriétés sur les graphes, plus quand vous arrivez à ramener un problème à une structure de graphe, plus vous avez d'outils, du coup, pour résoudre votre problème. Et là, la méthode NPM, en fait, va vous permettre justement de partir d'une structure de graphe, mais va vous donner également beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de mener efficacement votre projet. On va déjà retrouver facilement la date de fin de projet grâce à la calcul des temps au plus tôt. On va calculer également les temps au plus tard qui vont mettre à jour les différentes marges que l'on a sur les différents projets. Et les différentes marges totales, libres et certaines vont nous permettre de savoir sur quelle tâche je vais pouvoir me permettre d'avoir du retard. Et ce retard, qu'est-ce qu'il va avoir comme influence sur le reste des tâches qu'il me reste encore à faire dans le projet. Donc ça donne vraiment énormément d'informations pour la gestion de projet, encore une fois, grâce à la théorie des graphes. Donc je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à bientôt pour continuer encore un petit peu avec la théorie des graphes.